Ravi de vous retrouver dans ce nouveau Santé Mag dans lequel nous continuons de parler d'actualité sanitaire, particulièrement de quatrième vague de Covid-19. Depuis quelques semaines, nous n'avons Dieu que pour Omicron qui a littéralement semé la pagaille dans les classes. Les écoles, vous le savez, ont dû fermer à titre préventif pour casser la chaîne des contaminations significatives au sein des établissements. Depuis quelques jours, les chiffres officiels sont en baisse. Néanmoins, la situation reste inquiétante, rappellent les spécialistes qui multiplient les appels au respect des mesures barrières et à la vaccination anti-Covid. Quelle est la situation aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans les services Covid, de réanimation, mais aussi de pédiatrie? Sommes-nous devant une situation de saturation? Doit-on avoir peur? Qui se dit sur le caractère inoffensif d'Omicron et de ses variants BA2 et BA3, notamment apparus récemment en Algérie. Avec mes invités, on tentera enfin de répondre sur vos questions, sur les symptômes, mais aussi la prise en charge de la maladie provoquée par Omicron, qui représente désormais plus de 90% de l'ensemble des contaminations. Voilà en gros le propos proposé ce soir et j'ai le grand plaisir de recevoir justement pour en parler professeur Aouamer Rachida. Vous êtes chef de service réanimation et anesthésie à l'EPH de Boulourine. Bonsoir. Bonsoir madame. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir votre collègue. Aujourd'hui, l'hôpital de Boulourine est en force dans cette émission. Professeur Boudjela Mohamed Amin, vous êtes également chef de service médecine interne. Vous êtes responsable de l'unité Covid. Bonsoir. Bonsoir et merci. Vous êtes également à l'EPH de Boulourine. Et j'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Boufersaoui Abdelrahman. Vous êtes chef d'unité pneumologie et endoscopie pédiatrique, toujours à l'EPH de Boulourine. Bonsoir. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et enfin, professeur, nous avons l'énorme plaisir également de recevoir le professeur Arnaout Merzak. Vous êtes chef de service pneumophysiologie à l'hôpital de Bni Messous. Je rappelle également que vous êtes doyen de la faculté de médecine d'Alger. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous tous d'être avec nous. On aura également par Skype le docteur Benkassi Yassine. Vous êtes spécialiste en médecine interne et en immunologie clinique. Vous êtes avec nous en direct depuis la Belgique. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde et bonne année, meilleurs vœux pour 2022. Bonsoir à tous. Nous sommes ici ce soir donc, pour parler, comme je le disais en préambule, de Covid-19. Je vais commencer peut-être par une question toute simple avec vous, professeur Boudjela. Quelle est la situation aujourd'hui? Sommes-nous en situation de saturation des services hospitaliers? Je viens de sortir du service et on a une unité qui est de 30 lits qui est dédiée à l'activité Covid. Et le taux d'occupation des lits est de pratiquement 100%. Ça veut dire que sur les 30 lits, il y a pratiquement 30 patients, près de 30 patients. Donc, mais vous me posez une question très complexe, à laquelle il est difficile de répondre, puisque en posant cette question, vous vous êtes forcément inspiré de ce qui est dit ici et là-bas à travers le monde. Il y a déjà une différence dans les chiffres donnés en fonction des stratégies qui sont adoptées. Quand vous êtes rapporté les chiffres européens, vous êtes dans une stratégie de dépistage massive. En Algérie, et ce n'est pas pour autant une stratégie qui n'a pas payé, nous sommes dans une stratégie pour énoncer les cas qui ont été symptomatiques. Ce n'est pas du dépistage massif. Et ce n'est pas pour autant une parenthèse, le dépistage massif n'a pas changé grand-chose à l'évolution de la pandémie. Maintenant, pour dire si on est en plein pic, il faut des indicateurs. Alors aujourd'hui, avec l'Omicron, même si en Algérie, on est en phase de transition épidémiologique entre l'Omicron et le Delta, il faut des indicateurs. Alors les indicateurs, c'est quoi? C'est le taux d'hospitalisation et le taux de patients en réanimation. Donc si je tiens compte de nos moyens, du taux de saturation des hôpitaux, oui, je dis qu'on est en plein vague et qu'on est en plein pic. C'est vrai que... Est-ce que vous sentez aujourd'hui une pression, si je dois poser la question peut-être autrement, est-ce que vous sentez aujourd'hui une pression sur vous? On a vu par exemple dans la troisième vague, qui a été particulièrement meurtrière, vous allez me dire que c'est peut-être pas la même chose, que notre système de santé a été mis à rude épreuve. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Alors bon, on a vécu les choses différemment selon les vagues. Alors je vais parler actuellement de l'hôpital où je travaille.
à partir des données que j'arrive à obtenir sur terrain, hein, au niveau de l'hôpital où je travaille. La demande d'hospitalisation est pratiquement la même quand on compare la 3e vague ou la 4e vague. On est sur une demande d'hospitalisation qui est pratiquement similaire, peut-être un peu moindre, mais dans le rythme d'hospitalisation, c'est pratiquement le même. Mais le nombre de consultants, hein, à partir duquel on sélectionne les patients hospitalisés, est un peu moins important. Cela, si j'ai interprété ces chiffres-là, c'est qu'il y a beaucoup, peut-être l'Omicron sur lequel on communique beaucoup, comme quoi c'est une maladie relativement bénigne comparativement aux autres virus. Oui, ça semble se concrétiser dans ce sens. Mais je pense que si on parle sur l'aspect sanitaire et l'aspect sanitaire et l'aspect des soins, on est quand même sous tension et Madame Awamer sera là pour vous le confirmer. Le taux d'occupation des lits au niveau de son service est de pratiquement 100%. On collabore tout le temps ensemble, on essaie d'améliorer. Absolument. Vous me tendez la perche justement. Professeur Awamer, aujourd'hui, par exemple, quand on voit un peu, force est de nous comparer aux autres pays chez qui la vague a précédé. Je veux dire, en Europe, par exemple, au Royaume-Uni, aujourd'hui, on parle, même s'il y a une explosion des contaminations, on parle d'une courbe plate pour les hospitalisations en réanimation. Est-ce que c'est le cas chez nous aujourd'hui ? Alors, en ce qui concerne les services de réanimation, en tout cas à l'EPH Bolloré pour le service de soins intensifs, il est pratiquement plein. Et de toute façon, on a même une liste d'attente pour les malades, parce que les malades sont hospitalisés parfois au niveau des urgences. Et puis, entre les malades qui sont hospitalisés et des urgences, on voit, si c'est des malades de réanimation, ils sont hospitalisés en réanimation. Si c'est des malades de médecine, ils sont hospitalisés en médecine. Et actuellement, il y a des malades qui sont en attente pour le service de réanimation, alors que le service de réanimation est plein. De toute façon, aujourd'hui, j'ai dû rajouter un lit pour une malade qui était hospitalisée aux urgences et qui était dans un état grave et qui nécessitait de la réanimation. C'est-à-dire, en plus des lits qui sont habituellement pleins, on a rajouté encore un lit pour justement prendre en charge cette patiente qui était grave. Donc, les lits de réanimation sont toujours saturés par les patients et ce qu'on remarque par contre, c'est que les malades, c'est vrai, ils nécessitent de l'oxygène, mais c'est peut-être des malades un peu moins graves parce qu'ils nécessitent seulement de l'oxygène. Est-ce que la part, si vous permettez, professeur oui. Awamer, est-ce que la part des malades admis aujourd'hui en réanimation est la même que durant la 3e vague ? C'est des malades peut-être un peu moins graves parce qu'on a beaucoup moins de décès. De par le décès. C'est-à-dire le nombre des malades qui sont admis aujourd'hui en réanimation. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à entendre partout que cette vague est moins grave, qu'il s'agit d'une grippette. On va y revenir avec le professeur Arnaout certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit autant de monde en réanimation que durant la 3e vague ? Il y a du monde, il y a autant de monde, mais comme je vous l'ai dit, c'est des malades un peu moins graves. C'est des malades graves, qui restent graves, mais qui peuvent être sauvés, c'est ça ce que vous voulez dire. Voilà, qui peuvent être sauvés parce qu'ils nécessitent moins de moyens et puis on a beaucoup moins de décès par rapport à la 3e vague. Oui, d'accord. Professeur Arnaout, alors aujourd'hui, force est de croire finalement que les choses ne sont pas aussi simples qu'on nous les présente, parce qu'on entend parler que l'Omicron ne serait pas létal, l'Omicron donne des formes très légères, mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a une saturation au niveau des services hospitaliers, il y a aussi une grande part des malades qui est en réanimation, et on a aussi des décès. Merci madame, je vais essayer de vous donner une petite synthèse concernant l'Omicron. Les caractéristiques de cette vague, de la 4e vague, sont complètement différentes de la 1ère, 2e et la 3e vague. La 4e vague, ça touche surtout 3 catégories de personnes, à savoir 1, les enfants, 2, les familles. Maintenant, on a des familles, tous les membres de la famille entière sont atteints. Et la 3e catégorie, c'est le personnel soignant. Ça, c'est concernant les catégories. 2, le deuxième point, c'est la gravité. C'est des formes légères par rapport aux autres vagues. Concernant la saturation, effectivement, c'est-à-dire que par rapport aux autres vagues, on n'a pas une saturation, c'est-à-dire qu'à 100%, dans le sens où, oui, le délai d'hospitalisation est très court par rapport aux autres vagues. 1. 2,
c'est des malades, les caractéristiques des malades hospitalisés, c'est des malades, la plupart sont non vaccinés. 3, c'est des malades qui ont des tares, à savoir des diabétiques, des hypertendus, des insuffisants respiratoires, des insuffisants rénaux. Et la plupart des malades qui sont admis à la réanimation, c'est des malades avec leurs propres caractéristiques, à savoir malades non vaccinés et avec des tares associées. Chose très importante de cette vague, c'est que cette vague n'a pas nécessité beaucoup d'oxygène. Et c'est-à-dire qu'il y a des malades, effectivement, qui rentrent pour, c'est-à-dire une gêne respiratoire qui nécessite 10-15 litres, mais rapidement, en 2-3 jours, on descend à 2-3 litres. Autre caractéristique, c'est la ressemblance. C'est une ressemblance vraiment très intense avec la grippe. C'est-à-dire que l'Omicron et la grippe, c'est la même chose, presque dans la symptomatologie. Et là, il y a beaucoup de gens qui, c'est-à-dire que le plus souvent, c'est-à-dire que c'est pas des... Voilà, moi, j'ai les signes de la grippe et non pas l'Omicron. Et j'insiste sur le contexte épidémique, pandémique actuel. Tout malade présentant des symptômes de grippe, c'est une Covid, jusqu'à preuve de contraire, avec un test. Oui, absolument. Professeur Boufelsaoui, on le disait en préambule, aujourd'hui les écoles sont fermées depuis une vingtaine de jours. On parle d'un risque de 40% de chaque enfant de sortir contaminé de sa classe. Ce sont les chiffres de l'OMS. Qu'est-ce qui a changé finalement pour les enfants? On a dit que jusqu'ici que les enfants ont été plus ou moins épargnés dans les autres vagues. Aujourd'hui, comme le disait à l'instant le professeur Abdelmaout, ce qui a changé avec cette vague d'Omicron, c'est surtout la vitesse de contamination des enfants. C'est vrai qu'avec le Delta... Ils sont au centre de la contamination aujourd'hui, ils sont un vecteur de contamination, les enfants. Alors, avec le Delta, c'était quand on avait un enfant qui était atteint de Covid, c'est surtout la contamination, elle vient de ses parents. Elle était intrafamiliale et surtout, c'est les adultes qui contaminaient l'enfant. La différence avec l'Omicron, le nombre de contaminés chez les enfants a augmenté de beaucoup. C'est-à-dire l'Omicron contamine, et la vitesse de contamination de l'Omicron, elle équivaut à 3 fois celle du Delta. Et donc la vitesse de contamination, elle a atteint un petit peu la vitesse de contamination des adultes. C'est ça qui a changé et la décision qui a été prise d'arrêter l'école, c'est une décision très très importante parce qu'on voit, il y a eu la décision d'arrêter l'école, mais en même temps, ils ont fermé les espaces de... je veux dire, récréatif et tout. Donc ça, c'était un phénomène qui est très important, qu'on a, nous pédiatres, on a salué ça, cette décision. Pourquoi? Parce que on voit maintenant que le nombre de contaminés a beaucoup diminué. Le nombre de consultants pour symptômes de Covid a diminué cette semaine, chez les enfants du moins. Donc voilà. Donc, finalement, la baisse des chiffres officiels, parce qu'on a vu, on était arrivé quand même à des chiffres qui ont dépassé les 2000 contaminations jour, pour rester quand même sur les chiffres officiels, hein, et qui ont baissé aujourd'hui, par exemple, à 1300. C'est vrai que les chiffres officiels annonçaient 2000 contaminations par jour, mais sur le terrain, en réalité, il y avait peut-être un peu plus. Oui, certainement. Sûrement. On le voit dans tous les établissements, je veux dire, hospitaliers, en service de pédiatrie. Bon, on discute entre nous, entre pédiatres. Le nombre de contaminés, il était très très important il y a quelques semaines. Donc il a augmenté de beaucoup. Et c'est vrai que j'ai posé la question aujourd'hui, avant de venir à l'émission, j'ai appelé mes collègues pour avoir une idée aussi sur... le chiffre des contaminés a baissé cette semaine-là. Du fait, justement, sûrement, de cet arrêt de l'école et la fermeture des milieux récréatifs. Ça, je pense que ça c'était quelque chose de très très important. Alors, qu'on rassure un petit peu la population et les parents, c'est des symptômes qui ne sont pas très sévères, on va dire. La plupart des enfants, quand ils sont atteints, c'est des enfants qui sont asymptomatiques, parce que, comme on le sait, quand il y a des parents qui sont porteurs de Covid, donc l'enfant devient un sujet contact, et on fait
systématiquement la recherche du Covid chez l'enfant. Et très souvent, on retrouve le Covid chez les... Donc, c'est des enfants asymptomatiques, même s'ils ne sont pas symptomatiques. L'autre catégorie, c'est des enfants qui sont nombreux à présenter des petits symptômes, on va dire, des symptômes légers. Et c'est des symptômes qui ne durent pas dans la durée. C'est-à-dire que c'est des symptômes qui durent à peine 3-4 jours et l'enfant redevient... Donc, on va y revenir, professeur Moussaoui. En tout cas, on va revenir sur les symptômes parce que c'est très important à expliquer. Je vais juste poser la question justement à Dr Benqassi. Vous êtes avec nous par Skype. Dr Benqassi, est-ce qu'on a aujourd'hui une explication pourquoi les enfants sont touchés? Parce que ce n'est pas propre à l'Algérie. Quand on voit par exemple les chiffres de la Société de pédiatrie américaine, jamais les enfants n'ont été aussi touchés par la Covid. Merci madame. Je voudrais faire, avant de répondre à votre question, je voudrais faire une petite remarque. Mes collègues ont très bien, donc je dirais, placé le contexte et donné toutes les explications. Je voudrais signaler que Omicron, bien sûr, a une importante transmissibilité par rapport donc, au Delta. Et donc le sous-variant, donc le BA2, est encore, donc je dirais, plus transmissible que le BA1. Alors, je voudrais, je dirais, donner une explication rationnelle à ce qu'ont bien expliqué mes collègues. L'Omicron lui-même donc, a des difficultés à se répliquer au niveau pulmonaire. Par contre, il a une capacité majeure de se répliquer au niveau des cellules de l'épithélium respiratoire, ce qui explique que le tableau est plus un tableau, je dirais donc de la sphère ORL, plus qu'un tableau pulmonaire. Ça, c'est la première constatation. C'est pour cette raison que nous avons moins de pneumopathie et, entre guillemets, nous avons moins de patients qui sont sous oxygène, puisque donc l'Omicron a des difficultés à pénétrer les cellules pulmonaires. La deuxième remarque par rapport aux enfants, votre remarque est très pertinente. Il ne faut pas oublier que les enfants, premièrement, ne sont pas vaccinés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque extrêmement importante, c'est que les enfants, pendant à peu près 2 ans, on va dire, ils ont été mis sous cloche. Le fait qu'ils aient été mis sous cloche, donc ils ne se sont pas frottés, entre guillemets, avec, entre autres, leur rhinovirus, avec le rhume, avec toutes les autres pathologies peut-être respiratoires, ce qui fait qu'ils peut-être, donc c'est une hypothèse de travail par les sociétés savantes, qui fait qu'ils ont moins d'immunité croisée, ce qui fait qu'ils ont produit peut-être moins d'anticorps, qui a fait qu'ils développent peut-être maintenant donc, cet Omicron et ce sous-variant d'Omicron. Alors, je voudrais quand même donner une explication et peut-être un distinguo extrêmement important. L'Omicron, ce n'est pas la grippe. Il faut que les gens le comprennent. L'Omicron, ce n'est pas la grippe, ce n'est pas le virus influenzé, puisque donc le virus influenzé, entre guillemets, ne donne pas de séquelles au long terme, ce qui n'est pas le cas d'Omicron, du coronavirus en lui-même. Nous avons donc de long Covid, donc il ne faut pas, je dirais, donc passer donc sous silence cette information. Et le deuxième point, en chopant entre guillemets donc le coronavirus, on a vu que certains patients avaient quelques peut-être complications à moyen terme, à type d'atteinte cardiaque, d'atteinte pulmonaire, d'atteinte rénale. Donc il faut rester extrêmement vigilant par rapport à cette notion. On fait le distinguo entre la grippe et l'Omicron. Oui, alors, je vais vous inviter sur le coronavirus. Oui, je vais vous inviter à regarder justement un reportage qui revient un peu sur la contamination chez les enfants en particulier. C'est un reportage signé Yamina Saïdji. Regardez. Le service de pédiatrie du CHU Mustapha Bacha reçoit de plus en plus de patients Covid. Accompagnés de leurs parents, les enfants décrivent des symptômes moins fréquents chez les adultes. J'ai mal au ventre et à la tête et parfois je ressens une grande fatigue. Nous avons suspecté une contamination au Covid hier. Durant mon dernier jour d'école, je sentais des douleurs musculaires. La toux et la fièvre sont les premiers symptômes que j'ai eus. Nous lui avons fait le test, il s'est avéré positif. Elle souffre de maux, de gorge, de fatigue et parfois de fièvre.
Voilà, ou la faiblesse. D'abord, j'ai eu des maux de tête, de la fièvre et enfin des difficultés respiratoires. Les enfants font beaucoup moins de formes graves de Covid que les adultes, mais face à la grande contagiosité du variant Omicron, ils sont davantage contaminés car ils ne sont pas encore vaccinés. Le variant Omicron, heureusement, le patient présente de légers symptômes quand il s'agit du variant Omicron, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Plus de 20 enfants sont admis quotidiennement au service de pédiatrie de l'hôpital Mustapha et tous ceux qui présentent des formes légères peuvent rentrer chez eux. D'après les psychologues, l'état de santé psychologique des enfants est inquiétant et nous, pédiatres, l'avons constaté. Ils sont très fragiles. Ils sont agités, ils sont irritables. Avec cette recrudescence de la pandémie, le respect des gestes barrières et protocoles sanitaires reste de mise. Alors, de retour sur le plateau justement, est-ce qu'on a vu finalement, professeur Boufsaoui, on a vu un peu, en consultation ça paraissait un peu léger, mais est-ce qu'on a vu finalement des cas graves? On a parlé d'un décès dans l'hôpital de Rouiba particulièrement, d'un bébé qui avait 2 mois à peu près. Alors, en général, dans l'extrême majorité des cas, c'est des cas peu sévères, d'ailleurs qui ne nécessitent même pas d'hospitalisation. Oui. Les symptômes, c'est quoi? C'est de la fièvre, c'est des céphalées, c'est une asthénie, c'est peut-être un écoulement nasal, c'est une douleur à la gorge ici, ou bien des signes digestifs, type diarrhée surtout, et douleur abdominale. C'est l'extrême majorité des enfants qui présentent ce genre de tableau. Et puis, c'est des symptômes qui ne durent pas longtemps. Ça dure 3-4 jours et ça part. Maintenant, pour les cas sévères, c'est vraiment exceptionnel chez l'enfant. Alors là aussi, j'ai posé la question à mes collègues autour de moi, dans les autres hôpitaux. Il y a quelques cas qui ont été hospitalisés pour des cas sévères, mais c'est des cas qui ont des comorbidités. C'est des cas, c'est des enfants qui ont des problèmes de santé. C'est des diabétiques, c'est des enfants qui ont les cancéreux, par exemple. Alors, il y a certains enfants qui ont été hospitalisés parce que, par rapport à leur jeune âge, c'est des enfants qui étaient âgés de moins de 3 mois et qui présentaient peut-être de la fièvre, c'est sûr, mais aussi ils présentaient peut-être une autre pathologie que le Covid seul. Et c'est vrai, quand on les a testés, ils étaient positifs. Mais on ne sait pas réellement si c'est le Covid qui a causé cette sévérité de toutes les façons. Un enfant de moins de 3 mois qui présente de la fièvre, c'est un sujet à risque, on l'hospitalise. Est-ce qu'on sait aujourd'hui... Il y a eu un décès à Rouiba. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé pour ce... Ce qu'il faudrait peut-être dire... Pardon, je vous coupe la parole, je m'excuse. Il y a eu 2 ou 3 cas qui ont été hospitalisés à Parnay, au service de réanimation pédiatrique de Parnay et qui en sont décédés. C'est des enfants qui ont présenté des symptômes respiratoires sévères. Alors, ce qu'il faut peut-être dire aux gens, si vous permettez, professeur Boufsaoui, peut-être ce qu'il faut rappeler, peut-être aux parents particulièrement, c'est qu'il y a à un moment donné, à quel moment on doit s'inquiéter, et puis peut-être ce que vous venez de dire, les profils à risque. Est-ce qu'il y a des profils à risque aussi, comme ça existe dans d'autres maladies? Les malades à risque, c'est les obèses, c'est les diabétiques, c'est les enfants qui sont suivis pour déficit immunitaire, c'est les enfants qui sont suivis pour pathologie respiratoire chronique. C'est les enfants qui présentent des maladies auto-immunes. Ça, c'est des enfants à risque. Mais ça ne veut pas dire aussi que le diabétique fait systématiquement une forme sévère. On a vu des diabétiques, avec l'extrême majorité des cas, faire des Covid, mais avec des symptômes légers, qu'on n'hospitalise même pas. Donc on donne, en général, c'est le traitement symptomatique. Et bien sûr que quand on voit un enfant en consultation aux urgences, on explique aux parents, on examine, parce que les parents sont paniqués, et c'est justifié la panique. Mais elle est un petit peu exagérée. Donc on explique les symptômes, que c'est des symptômes qui sont légers, on leur montre quels sont les symptômes sévères pour lesquels ils doivent revenir le plus tôt possible. Mais en général, on donne un traitement symptomatique, c'est un traitement de la fièvre uniquement. Et puis on essaie d'expliquer aux parents qu'il faut qu'ils réhydratent suffisamment les enfants, et puis qu'ils mangent correctement. Est-ce qu'aujourd'hui on traite toutes les formes, comme on disait tout à l'heure pour les adultes, toutes les formes par exemple d'infection de type bronchiolite ou autre, comme étant un cas de Covid par exemple? Parce qu'on ne teste pas les enfants, on ne teste pas suffisamment les enfants. C'est différent. Surtout les tout petits. C'est différent. Les tout petits, la bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an, ou moins de 2 ans, on va dire.
les bronchiolites. C'est ceux-là qui sont les plus à risque. De bronchiolite. Mais si c'est un enfant qui a des risques de faire un Covid, c'est-à-dire c'est un sujet contact, il a ses parents qui sont, par exemple, Covid positifs, là, on le teste systématiquement. C'est vrai que ça peut être une bronchiolite à VRS, le virus respiratoire syncytial, ça peut être une co-infection aussi, VRS plus Covid, mais au moins on le teste. Mais le traitement, en général, il reste le même que pour la bronchiolite à VRS, puisque dans la plupart des cas, même si c'est une bronchiolite, ça reste Mais il y a eu une instruction, en tout cas du ministère, qui a instruit justement qu'il fallait prendre en charge toutes les bronchiolites comme étant un cas de Covid possible. Non. On sélectionne les malades. On sélectionne les malades parce que... Il y a eu une instruction, professeur, vous le savez. Non, pas dans ce sens. Si on prenait... je fais partie des personnes qui ont rédigé de la bronchiolite, le guide de la bronchiolite et l'instruction aussi. J'ai participé à sa rédaction. C'est les enfants qui ont, par exemple, c'est des sujets contacts, qui ont des parents, ou bien qui ont eu un séjour avec un cas de Covid positif. Donc là, ils présentent une bronchiolite avec de la fièvre. À ce moment-là, on le prend comme bronchiolite, mais ceux-là, on les teste pour le Covid. Mais on ne va pas tester tous les enfants qui présentent une bronchiolite. C'est clair qu'on ne teste pas tout le monde, et tous les hôpitaux n'ont pas les moyens de tester tout le monde, hein, professeur Boussaoui, ça c'est très important à rappeler. Professeur Boudjila, justement, pour les adultes, qu'est-ce qui a changé dans cette quatrième vague? Alors on a parlé de grippette, on a parlé de rhinite, de rhinopharyngite. On dit aujourd'hui qu'on ne fait plus de pneumopathie, est-ce que c'est vrai? Avant de répondre à votre question, je ferai un petit commentaire. Oui. C'est qu'à travers la pandémie Covid-19, le monde est en train de vivre une expérience exceptionnelle. Non seulement sur le plan sanitaire, mais surtout le plan social, politique et économique. Et le problème que ça pose, c'est que c'est une expérience qui n'est pas encore finie et avec laquelle on n'a pas tiré toutes les conclusions et toutes les leçons. Elle a été caractérisée par deux données importantes. Un, les inconnus, si bien que je suis toujours gêné de donner une réponse formelle quand on me pose une question. Et les inconnus, pourquoi cette hyperactivité du virus Covid-19 parmi les dizaines de virus que l'on connaît? Et quand est-ce que ça va finir et comment on va en sortir? Et la deuxième particularité, c'est l'information scientifique. C'est l'information scientifique, c'est la surmédiatisation d'informations scientifiques sur des plateaux TV où ce n'est pas toujours facile d'expliquer les choses le plus simplement possible. Alors pour parler d'informations scientifiques, en fait, on s'est basé sur trois axes. Le premier, c'est celui de l'histoire. On savait déjà d'emblée qu'une pandémie, c'est fait pour durer, autour de 2 années, et avec des virus qui sont nés pour muter. Et en fait, on est dans l'évolution naturelle des choses. Si on est sur le plan des acquis scientifiques, attention, les acquis scientifiques faits d'antibiotiques, d'anticoagulants, de techniques d'oxygénothérapie, ont permis, comparativement à la grippe espagnole, de diviser la mortalité par 10. Enfin, j'ai envie de poser aussi la question, quelle a été, durant cette pandémie Covid, la durée de vie de l'information scientifique? Et finalement, toutes les informations scientifiques, beaucoup d'entre elles n'ont pas duré. On démarre avec un débat sur le plaquenil qui a fini en queue de poisson. Des corticoïdes qui étaient des armes qu'il ne fallait pas utiliser, qui sont devenues une arme majeure dans la prise en charge de l'infection Covid. On savait aussi, l'oxygénothérapie, je n'ai jamais de ma vie utilisé plus de 10-15 litres par minute. Aujourd'hui, on en est à des débits de 70 litres par minute. Et puis, on a appris des choses. La vaccination, qui était faite pour empêcher la transmission de la maladie, finalement, s'est résignée à empêcher les formes graves de la maladie, et c'est quand même un gros acquis. La deuxième des choses, c'est qu'on est finalement sur une pandémie qui évolue depuis 2 ans. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évaluer maintenant tout ce qu'on a appris. On a appris que l'infection procurait une certaine immunité, mais qui finalement n'est pas aussi absolue que ça. Et avec l'Omicron, moi je vous parle On parle justement aujourd'hui avec l'Omicron de la probabilité d'arriver à cette immunité collective. L'Omicron semble être présenté comme étant une voie de sortie de crise. Je m'épargnerai de faire des scénarios ou de faire des prévisions, parce qu'on a toujours été surpris à chaque fois qu'on a fait des prévisions sur une certaine logique. Parce qu'en science, tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai, et tout ce qui est vrai n'est pas forcément logique. Et pour finir, je dirais que l'Omicron est présenté aujourd'hui comme étant un virus
qui aura pour mission, s'il mènera à bien sa mission, de parachever l'immunité déjà acquise par l'exposition aux différents variants qui se sont présentés durant toute la pandémie. Ça, c'est un scénario. J'espère qu'il se vérifiera. Mais en attendant, il y a maintenant une stratégie qui est commune, qui a été commune à tous les virus. C'est toujours les mesures barrières, c'est toujours le soin, et enfin, la vaccination, c'est des sujets en particulier immunodéprimés, parce que c'est cela, c'est-à-dire les immunodéprimés et les obèses, qui a les formes les plus graves, et c'est ce groupe-là de patients au sein duquel on note la mortalité la plus élevée. Professeur Aouamer, justement, je vais vous reposer la question que j'ai posée au professeur Boudjela. Alors, je disais qu'on parle aujourd'hui de grippette, de rhinite. Alors, on parle de rhinite, rhinopharyngite, et on dit qu'on ne fait plus de pneumopathie. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, il y a beaucoup moins de pneumopathie. Et justement, le virus Omicron, il se focalise surtout sur les voies aériennes supérieures et non pas sur les voies aériennes inférieures, justement pour ne pas faire de pneumopathie. Et je voudrais justement attirer l'attention de tout le monde, c'est que c'est une maladie virale, c'est une maladie qui est virale. Puisque c'est une maladie virale, donc il ne faut pas abuser des antibiotiques, il ne faut pas abuser des corticoïdes, il ne faut pas abuser des anticoagulants, ça ne sert à rien du tout. C'est une maladie virale où de simples mesures, comme la grippe, suffisent pour justement juguler des phases qui sont peut-être un peu douloureuses, qui sont un peu gênantes. Mais il ne faut pas abuser des antibiotiques. On voit actuellement que beaucoup de malades abusent des antibiotiques, du paracétamol justement, qui est très nocif. C'est sous prescription généralement. Oui, beaucoup de médecins aussi qui prescrivent l'antibiothérapie. On risque d'avoir des malades, des résistances aux antibiotiques. On risque d'avoir des maladies hépatiques qui sont graves. On risque d'avoir beaucoup d'hémorragies parce que les anticoagulants sont justement prescrits d'une mauvaise façon. Donc il faut faire attention, c'est une maladie virale. Il faut s'abstenir de donner tout traitement qui risque de nuire justement à la santé des patients. Il ne faut pas donner ça automatiquement, c'est ça. Voilà. Oui. Les antibiotiques, de toute façon, l'adage qui dit que les antibiotiques ne sont pas automatiques restera toujours d'actualité. Oui. Professeur, je suis tentée par vous poser à peu près la même question. On dit alors aujourd'hui que l'Omicron ne cause pas de pneumopathie, mais certains spécialistes diront quand même qu'il s'agit d'une infection et qu'on ne peut pas prédire l'évolution d'une infection virale. Oui, pour le constat, dans notre service de pneumologie au CHU Bnimissos, on a des atteintes pulmonaires. Oui. Sauf que la différence avec les autres vagues, c'est-à-dire que maintenant, on voit ça dépasse rarement les 50%. La troisième vague, c'était de 75% et plus de 75%. Mais maintenant, on voit des atteintes pulmonaires, mais par rapport, si je vous donne la proportion réelle au niveau de notre service, c'est presque 30% d'atteintes pulmonaires. Les 30% d'atteintes pulmonaires, c'est-à-dire que si je parle de 30%, c'est des atteintes bilatérales. Ça touche les deux poumons. Les autres, il y a une atteinte pulmonaire, mais elle est moins grave. Ça touche entre 5, 10%. 15%. C'est l'Omicron, on est sûr que c'est l'Omicron. Oui, c'est l'Omicron. Par contre, les malades, le problème il se pose avec les malades hospitalisés au niveau de la réanimation. Pourquoi? Parce que les malades au niveau de la réanimation atteinte, elle est bilatérale, ça dépasse les 75%, mais le plus souvent, les malades admis à la réanimation, c'est des malades, c'est-à-dire on ne les admet pas sur l'atteinte pulmonaire, mais sur la saturation. Une dégradation de la saturation font que ces malades sont hospitalisés au niveau de la réanimation. Pourquoi? Parce qu'à cause des traitements appropriés de l'oxygène, des respirateurs, des VNI et d'autres méthodes pour pallier à cette diminution de la saturation, mais l'atteinte pulmonaire, elle est toujours présente. Oui. Comment on évalue aujourd'hui justement la prise en charge? C'est une question aussi que je devrais vous poser à vous, professeur Aouamer, mais la prise en charge au niveau de la réanimation, parce qu'on a ce qui a été regretté peut-être dans la troisième vague particulièrement, qu'il y a eu beaucoup de décès au niveau des réanimations. On parlait d'un taux qui dépasse les 80% de décès. Toutes les personnes pratiquement qui étaient admises en réanimation décédées, vous pouvez le confirmer, professeur Aouamer. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mieux prendre en charge nos malades? Oui, c'est-à-dire que si je parle toujours des constats au niveau de notre situation. En collaboration avec le service de réanimation du professeur Hamidi, réellement maintenant, on sait mieux prendre en charge ces malades. La prise en charge est meilleure.
La troisième vague, c'était le problème de l'oxygène. Pourquoi? Même dans les services conventionnels, c'est-à-dire tous les services, la pneumo, la médecine, tous les services, c'est des malades qui nécessitaient plus de 15 litres d'oxygène. Maintenant, non, c'est des malades qui nécessitent moins de quantité d'oxygène. Et les malades qui sont admis au niveau de la réanimation, le plus souvent, il y a beaucoup de malades qui s'en sortent actuellement. D'autres malades, l'atteinte elle est bilatérale très importante, avec une désaturation également très importante, mais tout l'arsenal thérapeutique est présent, à savoir les médicaments, à savoir l'oxygène. Et si je parle de l'oxygène, je parle avec, c'est-à-dire que avec les moyens qui vont, à savoir la Vianney, la CPAP, l'Optiflow, les respirateurs, tous ces moyens existent. Mais la chose la plus importante pour donner le maximum de chance aux malades, c'est la précocité de la prise en charge de ces malades. Oui, peut-être que les gens arrivaient, voilà, ils attendaient avant de... C'est voilà, ça, c'est à cause des places. Oui, absolument. Professeur Awamar, justement sur la même question, est-ce qu'aujourd'hui, je disais que quand même dans les précédentes vagues, on perdait pratiquement tous les malades qui étaient admis en réanimation, vous pouvez le confirmer. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne a changé? Effectivement, avec l'expérience, la donne a changé. On a plus d'expérience. C'est-à-dire, on sait, par exemple, que si c'est un patient qui est âgé, qui a beaucoup de comorbidités, on sait qu'on doit l'hospitaliser, comme l'a dit si bien professeur Ranaout, précocement au niveau des services de réanimation. Et c'est là où on doit déployer tous les moyens, tout l'arsenal thérapeutique, à commencer par l'oxygénothérapie et d'autres moyens matériels qui nous sont offerts, et pour qu'on puisse les donner aux patients à bon escient, justement. C'est-à-dire que l'expérience a fait changer quand même la prise en charge de ces malades, puisqu'on a quand même 2 ans devant nous, qui nous ont permis d'avoir une certaine expérience et une certaine prise en charge. C'est-à-dire que là, on a pratiquement des algorithmes de prise en charge, on a des médicaments qui sont offerts, on a un matériel qui est offert, et par rapport à tout ça, on prend en charge les patients. On arrive à être dans l'efficience. Voilà, dans l'efficience et l'efficacité surtout. Professeur Boudjela, est-ce qu'on a suffisamment de mains aujourd'hui? Parce que le professeur Awamar a parlé de mains, c'est-à-dire suffisamment de personnes, suffisamment de personnel. Parce que beaucoup de médecins sont aujourd'hui atteints de l'Omicron, beaucoup sont fatigués. Vous avez quand même plus de 2 ans depuis que vous êtes dans cette pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de personnel dans cette vague? Je voudrais juste rebondir sur les 80% que vous avez donnés. Oui. En fait, je travaille avec le professeur Awamar et on lui donne les malades les plus difficiles. Oui. Il faut comprendre, avoir une vision d'hélicoptère et pour voir un peu l'organisation globale du système. Le service dont j'ai la responsabilité s'est transformé en une unité de soins intensifs et qui collabore avec le service de réanimation qui reçoit les malades les plus compliqués. Quand vous additionnez notre activité globale, on descend à moins de 10%. Pour des pneumonies hypoxémiantes, ça veut dire une pneumonie qui a généré une chute importante du taux d'oxygène au niveau du sang. Et ça, pour aller dans la dynamique, pour rebondir sur la question des ressources humaines, ça veut dire que déjà, la collaboration qui existe au sein d'une unité d'un hôpital, elle est pour beaucoup pour améliorer la qualité de prise en charge des malades. Donc ce 80%, il faudra l'additionner à ce qui s'est passé en unité de soins intensifs pour avoir un chiffre plus global et donner une meilleure reflet de la mortalité au sein des structures hospitalières. C'est un chiffre qui a été donné par des spécialistes en réanimation. Mais les malades, non, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on collabore. Et donc, Madame Awamar n'a pas beaucoup de lits. Et donc, on a travaillé ensemble. Et donc, le 80%... Je ne parle pas du service du docteur Awamar. Je parlais de chiffres de réanimation en Algérie d'une manière générale. Vous lui avez posé la question sur le chiffre. Est-ce qu'il y a eu 80%? Je vous dis qu'il y a un biais dans l'interprétation de ce chiffre-là et que les malades, on n'hospitalise que des cas sévères et que la prise en charge basée sur une collaboration a permis d'une manière dynamique d'améliorer... On a sauvé combien de personnes intubées, professeur Boudjela? Alors, vous êtes là, alors là, je préfère ne pas partir sur ce débat-là. C'est très compliqué. Toutes les personnes intubées, on les a pratiquement perdues. Alors, l'intubation, c'est une autre histoire. Ça veut dire quand on intube... le vrai débat, combien on en a intubé? Parce qu'il faudra voir le chiffre global sur les pneumonies hypoxémiantes et non pas sur les malades qui ont été intubés. Donc ce chiffre-là, il est très compliqué à discuter. Je reviendrai juste sur les ressources humaines dont vous parlez. Eh bien, le médecin, avant d'être un médecin, c'est un être humain qui peut tomber malade, enfin pas le médecin, tout le personnel qui peut tomber malade comme tout le monde.
les ressources, malheureusement. Voilà. Et puis, il faut un peu revenir en arrière, au début de la pandémie, quand jeunes résidents qui ne savaient rien sur le virus, qui étaient complètement terrorisés par les masques, comme tout le monde, prenaient leur courage entre les deux mains, aussi bien eux, les infirmiers, ils rentraient dans des services d'unité Covid pleins de malades, ils ont travaillé, ils étaient là. Et il est tout à fait normal qu'il faut gérer cette période qui est particulièrement complexe parce que l'Omicron est plus contagieux. Il est tout à fait normal qu'on a eu plus de personnel malade durant cette vague que durant les vagues qui ont précédé. C'est clair. La répartition des sujets atteints, le nombre de malades atteints, enfin de personnes atteintes durant les vagues précédentes, était plus étalé sur le temps que ce que l'on a vu maintenant. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont tous tomber malades très rapidement. Ils vont très rapidement se remettre au travail et ça nous permettra de mieux travailler, de mieux prendre en charge les malades. Peut-être voilà, qu'on finira par avoir cette fameuse immunité. Justement, je suis tentée de poser la question à Dr Benqassi. Dr Benqassi, alors aujourd'hui, on parle d'un taux de vaccination en Algérie qui est équivalent à peu près à 30% de la population. Avec cette vague de Omicron qui est très, à l'évidence, très contagieuse, est-ce qu'on peut prétendre ou espérer cette immunité, d'arriver à cette immunité collective justement tant espérée? Alors pour répondre, je voudrais faire deux petites remarques, madame. Pour avancer dans le cadre de cette maladie, on a bien avancé depuis à peu près 2 ans. On sait maintenant que l'immunité, que ce soit post-maladie ou l'immunité post-vaccination, n'est pas une immunité stérilisante. Pas comme d'autres maladies, comme la varicelle, ou comme par exemple la rubéole ou la rougeole, ou la variole à l'époque, ou l'hépatite virale B. Quand on fait la maladie, ou bien quand on est vacciné, nous avons un taux d'anticorps neutralisants majeur, qu'on appelle un corrélat de protection, qui fait qu'on ne fera plus de réinfection. Ce n'est pas le cas avec le coronavirus, on le sait maintenant, que ce soit après vaccination, avec tout le vaccin, après la maladie. Donc on le sait maintenant, d'où l'intérêt donc, de faire des rappels. Alors, je voudrais quand même insister sur l'importance de la vaccination en dehors de toutes les populations à risque, chez les personnes dépassant au moins 60 voire 65 ans, car il y a une immunosénescence qui fait qu'il faut donc les vacciner et surtout il faut les booster. Le boost, donc je rappelle, donc il y a l'amorce, le rappel et le boost, c'est-à-dire la 3e dose de vaccination. Et là, le CDC américain est clair. Donc pour les personnes âgées de plus de 65 ans, le fait de leur faire la 3e dose, donc les protège comme donc je dirais la majeure partie des gens qui sont vaccinés, ils ne feront pas de forme grave ni de passage en réanimation. Alors, est-ce qu'il faut maintenant partir sur donc, une immunité collective? La question est complexe. Alors, je vais vous donner un élément de réponse. Il faut savoir qu'il y a des virus qui mutent. Un virus mute à peu près tous les 15 jours. Il développe ce qu'on appelle une mutation bénéfique qui fait tomber la maladie. Ensuite, donc, des mutations inutiles qui vont finir par le faire disparaître. Et en général, quand il fait 7 à 8 mutations inutiles, il finira par disparaître. Alors, cette immunité collective, certains pays ont essayé, entre guillemets, de la développer. Malheureusement, donc, ils n'ont pas réussi. Cette immunité, donc je dirais collective, il faut la coupler à la vaccination. Il faut vacciner parce qu'on a constaté que l'immunité post-vaccination était nettement plus importante que l'immunité post-maladie, puisque nous attaquons, entre guillemets, donc l'antigène qui est présent sur la protéine spike, alors que l'immunité post-maladie, ce sont tous les antigènes du virus qui sont ciblés, ce qui fait qu'il y a une dispersion de la réponse immunitaire. Et on pense que l'immunité post-maladie est moins efficace que l'immunité post-vaccination. Oui. Donc je vous conseille donc de continuer à vacciner donc les populations donc entre guillemets à risque et toutes les personnes donc âgées, sans oublier bien sûr de faire donc les boosts, les fameux rappels pour garder donc ce qu'on appelle le corrélat de protection de ces fameux anticorps donc neutralisants. Merci beaucoup, docteur Benqassi. Oui.
Oui, merci beaucoup, Dr Benrassi, pour toutes ces explications. Je suis tentée par poser la même question justement à mes invités ici présents. Professeur Arnaout, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui à l'immunité collective? Alors, Dr Benrassi disait que finalement, on ne peut pas l'avoir si on ne se fait pas vacciner, parce que l'immunité acquise après une vaccination, elle serait beaucoup plus protectrice. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile d'avancer dans l'immunité collective, certes. Si tout le monde se fait vacciner. Si les gens qui ont été déjà vaccinés, ils font le boost, c'est-à-dire la troisième dose. Oui. Et si les gens respectent les mesures barrières, oui, on va arriver à l'immunité collective. Mais sans ça, on ne peut pas arriver. Au début de la vaccination, lorsque l'Algérie a commencé la vaccination, par jour, on avait plus de 247 000 de personnes vaccinées par jour. Maintenant, on a reculé à moins de 20 000 personnes. Et ça, c'est une chose vraiment qui... Par contre, si c'est-à-dire qu'on va essayer de réactiver les campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale et faire participer tous les secteurs dans la sensibilisation, je pense qu'on va arriver à l'immunité collective. Mais sans mesures barrières, on ne peut pas arriver à ça. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions aussi qui sont posées sur la vaccination des enfants également, professeur Bouffoussaoui. Chez nous, il n'en est pas encore question, mais dans beaucoup de pays dans le monde, oui, cette vaccination est bien avancée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le bénéfice l'emporte sur le risque pour les enfants? Sûrement, mais notre problème ici en Algérie, c'est la vaccination des adultes. Oui, déjà. On en est à 30%. Absolument. Le personnel de santé n'est pas vacciné, ou très faiblement vacciné. Très faiblement. Là, le travail qu'on est en train de faire, du moins dans nos services, je ne sais pas les autres, on est en train de sensibiliser au moins les étudiants en médecine. Alors, quand vous avez des on est à combien pour les étudiants? On n'a pas de chiffres, mais en tous les cas... On avait donné un chiffre de 4% au début de la vaccination. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est à combien exactement? En tous les cas, le travail qu'on est en train de faire, c'est de sensibiliser les étudiants en médecine. C'est très important. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui fréquentent les services tous les jours. Donc c'est ceux-là qui sont aussi, ils sont d'abord exposés au risque d'atteinte du Covid, mais aussi c'est des potentiels, je veux dire, contaminants. Transmettre, oui, absolument. Voilà. Oui. Donc c'est cela qu'on essaie de... Et puis c'est vrai que... Peut-être que dans la communication, on aurait dû cibler, faire une communication ciblée au lieu de vouloir viser... En même temps, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que les paramédicaux ou les médicaux. C'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde doit s'impliquer dans les sociétés, dans les administrations. Tout le monde doit participer à cet élan de sensibilisation pour la vaccination. Absolument. Professeur Boudjela, il y a beaucoup de questions sur la page de l'émission sur... les symptômes, on en a parlé, les symptômes de l'Omicron, mais aussi sur la période d'incubation et à quel moment on est le plus contagieux finalement. Est-ce que c'est au pic des symptômes par exemple ou avant? Bon, je vais couler aux recommandations faites par le ministère. On reste contagieux pendant une dizaine de jours. Une fois que aujourd'hui, on donne 5 jours d'arrêt de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais non, il y a eu... On a subdivisé les patients en 3 catégories. Les asymptomatiques, bon, on ne risque pas d'en trouver beaucoup. Ceux qui sont faiblement symptomatiques, ceux-là, ils doivent faire se confiner pendant 10 jours. Et ceux qui ont fait une pneumonie hypoxémion sévère et ont conduit soit à l'hospitalisation, enfin, qui ont été très symptomatiques, je dirais, ça va jusqu'à 21 jours, voire plus, s'il y a eu si le tableau était beaucoup plus sévère. Donc, pour rester en adéquation avec les recommandations du ministère, je dirais qu'on reste contagieux à peu près pendant 7 à 10 jours. Voilà, pour répondre simplement. Juste une petite remarque, c'est que finalement, depuis le début de la pandémie, on a réussi à faire quelque chose. On a réussi à canaliser la pandémie. Par toutes les mesures qui ont été mises en place. On a réussi à réduire la mortalité, quand bien même des chiffres sont énoncés ici et là-bas. Et puis ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif de toute cette prise en charge va très certainement se dessiner par étapes. Il faudra transformer ce Covid en une simple grippe. Quand je dis un simple rhume, c'est ça l'objectif, qui va s'exprimer indirectement par la réduction du nombre de formes graves, en espérant que Dame Nature se calme. Parce qu'on est devant un phénomène naturel qui n'est pas maîtrisable. Vous avez le séisme, je ne sais pas ce que vous pouvez
quelque chose contre lui, quand il y a un ouragan. Et donc c'est finalement un ouragan sanitaire qui semble se calmer depuis quelque temps. Donc à travers la stratégie en place par tous les acteurs de la société, à travers l'implication de tout le monde, un peu de raison, un peu de calme, beaucoup de conscience, sans être alarmiste, sans être trop rassuriste, du pragmatisme. Et puis, une stratégie qu'il faudra soutenir pour pouvoir sortir de cette pandémie. Peut-être rappeler aujourd'hui aussi, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, professeur Hammer, rappeler la part des vaccinés aujourd'hui admis en réanimation qui est très faible, j'imagine. Ah oui, il y a très peu de vaccinés. En tout cas, ceux qui sont vaccinés, ils n'ont pas continué toute leur vaccination. C'est-à-dire essentiellement 90%, peut-être plus 95% sont des malades non vaccinés. Le reste, ce sont des patients qui ont eu soit une seule dose, soit qui ont eu la deuxième dose, mais qui n'ont pas acquis leur immunité. Et c'est essentiellement ce qu'on voit en réanimation. Donc, il faut se vacciner parce que 95% des patients qui sont hospitalisés en réanimation sont non vaccinés. Non vaccinés, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun vaccin. Ni la première dose, ni la deuxième dose, ni la troisième dose. D'accord. On termine avec professeur Arnaout. Aujourd'hui, on parle de sous-variants, on le disait au tout début de cette émission, du variant Omicron, notamment le BA2 et le BA3 qui sont déjà arrivés en Algérie. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ces variants? Est-ce qu'on doit avoir peur ou finalement, comme disait tout à l'heure professeur Boudjela, on se dirige probablement vers la fin de la pandémie? Ok. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Vous avez dit je suis optimiste. C'est scénario possible. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Oui. Le directeur général de l'Institut Pasteur a déclaré qu'ils ont séquencé de BA2. Les caractéristiques de ce sous-variant, c'est surtout la grande transmissibilité. 2, c'est une symptomatologie légère par rapport aux autres variants qui sont passés. Oui. Ça, c'est des caractéristiques. Et j'insiste sur un point très important, que sur la symptomatologie. Tout le monde parle de grippe. C'est important de sensibiliser la population. Oui, est-ce qu'on peut rappeler justement les symptômes? Oui, c'est sûr. Les symptômes de la grippe, c'est surtout l'écoulement. Vous avez parlé, vous avez assez bien dit ça, rappeler l'écoulement, les céphalées, les douleurs, les courbatures, l'asthénie, la fièvre. La caractéristique de cette vague, la fièvre, c'est les 2, maximum 3 jours. Par rapport au Delta. Delta, c'était 5 jours, c'était les surinfections, les complications. Avec l'Omicron, en 24-48 heures, et la fièvre, elle passe. Et la deuxième caractéristique de l'Omicron, actuellement, c'est des symptômes très très légers chez une grande population, une grande partie de la population. Le peu, c'est des malades qui sont hospitalisés, soit dans des services conventionnels, soit en cas de cas sévères, dans des services de réanimation. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était le mot de fin. On rappellera quand même que la vaccination protège des formes graves. Comme disait professeur Hammer, donc vaccinez-vous. C'est le mot qu'on retiendra à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.